entre moi puis vous, c'est vous qui vous jugez. Vous rentrez dans mon bureau, il n'y a pas de jugement. Mais vous appliquez un jugement à votre situation, une gêne, une honte. Moi, j'ai pas ça. Moi, je suis là en mode scientifique. Vous m'arrivez avec une situation, je suis là pour analyser toutes les facettes possibles. Puis on est là pour pitcher des hypothèses. Mais la honte, la gêne, la culpabilité, le sentiment, le sentiment d'être anormal, ça, c'est eux qui arrivent avec ça. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Un univers pour plonger au cœur de thématiques variées, alliant bien-être et sujets d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, on a la chance de recevoir une professionnelle en sexologie qui vient nous parler justement de la sexologie en tant qu'approche et principalement du rapport au corps. Donc, c'est un sujet qui est super intéressant, qui est encore un peu tabou ou du moins méconnu au sein de la société. Alors, Kanika Safan, qui est fondatrice du SOFA sexologique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien. Bon matin. Merci, Cassandre. Mais merci à vous de m'accepter puis de me recevoir dans vos studios. Ben écoute, ça nous fait tellement plaisir, puis c'est une chance pour nous d'avoir l'occasion de partager sur ce sujet-là avec une professionnelle comme tu l'es. Je pense qu'on va beaucoup apprendre. Les auditeurs aussi auront énormément de choses à apprendre. Peut-être d'entrée de jeu, nous parler un peu de ton parcours et ultimement, dans quoi consiste ta profession? Ouais, fait que mon parcours est un petit peu atypique. Je suis immigrante de deuxième génération. Mes parents réfugiés de guerre. J'étais militaire pendant 5 ans, puis après, je me suis dit, c'est pas... je voulais pas faire ma carrière là-dedans. Je me suis réorientée en sexologie. Puis au début, je savais pas c'était quoi. Là. Comme 99% de la population québécoise, je me suis dit, sexologie, ça sonne comme le sexe puis l'amour. Fait que je suis rentrée à l'université là-dedans, puis finalement, 3 ans après, j'ai vraiment découvert à quel point c'est un domaine qui est super vaste et vraiment méconnu du public. On entend juste le mot sexe dans sexologie, mais c'est vraiment c'est la vie là, puis on va en parler aujourd'hui. Ouais. Puis justement, quand les gens pensent à sexologie, on entend juste le mot sexe, donc qu'est-ce qui se passe dans la chambre à coucher des gens. Mais vraiment, je me suis rendu compte que il faut toujours démystifier. Il faut que je redéfinisse le mot sexualité avec les gens. Fait que sexualité, c'est pas juste qu'est-ce qui se passe dans la chambre à coucher puis les actes sexuels, c'est vraiment morale, morale, socioculturelle, biologique, psycho-affective, c'est les relations et plus. Là. Ouais, parce que, tu sais, dans le comment je peux dire, la conscience collective, quand on parle d'une sexologue ou d'un sexologue, on pense souvent à quelqu'un qui va présenter des objets sexuels puis qui va, tu sais, nous faire découvrir un peu comme le plaisir. Puis ouais. C'est souvent les mêmes sujets. Oui, ça fait partie de la sexologie. Par exemple, la prévention des ITSS. Fait que là, il y en a qui m'imaginent avec une espèce de pénis en bois, puis je montre aux gens comment ça l'inclut. C'est comme 5% de notre job. Une autre affaire, les gens vont beaucoup penser, OK, c'est les dysfonctions sexuelles. Fait que les problèmes d'érection, troubles de l'orgasme, ça l'inclut, mais c'est vraiment pas juste ça. Par exemple, moi, en cabinet, ma spécialité, c'est plutôt les break-up, la solitude puis le dating. OK. Wow. Donc, moi, c'est ça que j'aime vraiment faire. Il y en a d'autres que ça va être, oui, l'infertilité. Il y en a que ça va être les abus sexuels, par exemple. Il y en a d'autres, ça va être plus les pratiques alternatives. Donc, on a vraiment nos créneaux. Puis moi, c'est un truc que tout le monde, beaucoup de gens connaissent. Là, donc, les ruptures douloureuses, le deuil amoureux, dans le fond, la solitude qui s'en vient, puis après le dating, qui est la suite logique. Tout ça, là. Ah, c'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se reconnaître là-dedans puis aller chercher une certaine forme de réconfort parce que je pense que c'est ce que les gens viennent aussi chercher en venant voir une sexologue, un sexologue. Dans le fond, tu es la fondatrice de SOFA sexologique, qui est un cabinet de sexologie. Mais en quoi votre approche est différente de celle des autres? Comment vous vous démarquez comme cabinet? Nous autres, on a souvent des clients qui viennent nous voir et qui disent « Ah, moi, j'ai déjà essayé un psy avant, puis c'était bien beau, là, l'écoute, puis l'empathie, mais j'ai besoin de plus. » Donc ça, c'est vraiment... Quand les gens vont consulter, là, nous autres, on parle de cabinet en consultation privée. Au Québec, quand les gens pensent à ça, ils pensent beaucoup aux psychologues. Oui, les psychologues, c'est ça qu'ils font majoritairement.
Mais il y a tellement d'autres professions. Donc, oui, la sexologie, travail social, psychoéducation, et les gens savent pas. Et ça, je trouve ça tellement dommage parce que c'est vraiment non seulement il y a des individus différents, comme moi, j'ai ma propre personnalité, mais aussi, dépendamment des domaines, il va y avoir pas des mentalités, mais comme des approches différentes. Fait qu'admettons, en sexologie, on est un petit peu plus... on est un peu plus un côté sociologue. On est capable de voir que la société a vraiment un apport dans le problème individuel que les gens viennent nous voir. Une femme pourrait venir me voir puis me dire, mon chum, il est vraiment pas bon à parler de ses émotions. Peut-être qu'un psychologue va dire, il fait il est alexithymique, ok, un terme très psychologisant. Moi, je pourrais dire, par exemple, non, c'est un gars qui a grandi dans une société où est-ce que être un gars, ça implique de pas parler de ses émotions. Ok, fait qu'une approche plus sociologique. Puis la plupart de nos clients vont dire, j'ai essayé un psy avant, puis c'est comme si je parlais à un mur. Ok, donc ça, il y a vraiment il y a une approche qui pense que tout ce qui appartient en séance, c'est le client qui doit, que ça vient du client. Moi, je pense que chez nous, c'est une co-construction entre nous et le client. Donc, un peu plus un rapport égalitaire, pas totalement, puisque ça n'existe pas en consultation, mais je pense que c'est ça qui nous différencie. Puis, les gens vont nous dire, on est très jeune, on est très moderne, on sait c'est quoi. On sait c'est quoi Tinder, par exemple, puis se faire ghoster. Ouais. ouais, j'en connais aussi qui savent c'est quoi, c'est pas le fun, mais puis il y a des thérapeutes qui savent pas c'est quoi. Non, c'est ça, puis c'est correct parce que de toute façon, tu sais, comme on le sait, ça prend tout genre de thérapeute pour répondre à une clientèle qui est diversifiée, puis mais je me demandais, là, tu en as un peu parlé, mais les gens qui viennent vous voir là dans votre cabinet, j'imagine que vous êtes plusieurs professionnels qui offrent différentes approches qui se spécialisent dans différents trucs, mais ils viennent surtout pour quoi? Les clients, tu veux dire? Ouais. Quand je parle à cette question-là, elle arrive tout le temps. Hein? Puis là, les gens vont dire... les gens pensent que c'est des trucs assez flyés. Pourquoi les gens viennent nous voir? Okay? Comme des trucs comme paraphilie ou fétichisme, des trucs qui sortent de l'ordinaire, qu'on voit dans les films. Mais pour vrai, le truc le plus commun, c'est désir sexuel. OK. Ouais. Fait que quelqu'un qui dit, j'ai pas le même désir que mon partenaire ou ma partenaire, c'est différent, je me sens X, Y, Z. Fait que désir sexuel, c'est top 3 facile. Ensuite, ça va être confiance sexuelle. Donc, pas mal beaucoup de femmes qui viennent nous voir puis qui disent, je me sens juste pas à l'aise dans ma sexualité. Je sais pas si j'aime ça. On dirait que ma sexualité, je l'ai toujours subie. Ça a toujours été axé sur le plaisir de l'autre. J'ai un grand malaise avec ma sexualité. Juste en parler, il y a ça. Donc, deuxième, ça serait, disons, confiance sexuelle. Puis troisième, je pense, tout ce qui a rapport avec le couple. Donc, beaucoup communication, conflit qui va de pair. C'est imbriqué dans la sexualité. Donc, des fois, les couples ou des individus viennent nous voir pour un problème, disons, plus d'ordre sexuel avec le couple. Puis moi, je disais, OK, mais même avant ça, il va falloir qu'on mette des bonnes bases pour la communication puis la gestion de conflits. Parce que s'il y a des crottes émotionnelles, c'est pas efficace que j'aille checker la sexualité avec le couple, disons. Il faut comme aller à la base. Ouais, vraiment. À la souche, finalement. Puis là, les gens viennent nous voir puis ils se rendent compte, je pensais pas que j'allais... Ils pensaient qu'ils allaient parler que du problème, par exemple, un chum qui dit, ma blonde, elle vient jamais. C'est-tu moi le problème? Si tu as le problème, elle a des blocages. Puis là, on va creuser un petit peu. On est comme, vous êtes quand même émotionnellement, il y a pas mal de distance. Puis votre manière de communiquer, il y a un peu de mépris là-dedans, un peu de jugement, beaucoup de pression des deux côtés. Donc, on va aller on va tout faire du ménage là-dedans en premier, disons. Puis ça prend combien de séances pour un couple, qui veut travailler? J'imagine que c'est différent pour chaque personne, mais comme ça prend à peu près combien de séances? Ouais, je dis, c'est tellement dur de donner une moyenne, OK, parce que les gens puis les situations, les dynamiques sont tellement complexes et nuancées. Mais pour les gens qui sont jamais consultés, j'aime ça leur dire, tu sais, on fait pas de la magie pour le cerveau, là. C'est pas comme brain magic. Il y a rien de magique qui se passe en 5 séances, mais je te parle pas chaque semaine pendant 3 ans non plus. Fait que, si je peux donner un chiffre vraiment, grosso modo, là, je dis qu'autour, puis les données aussi montrent qu'autour de 10 à 20 séances, on est capable de commencer à avoir des changements. Puis ça dépend vraiment. Des fois, on commence, par exemple, je commence à creuser un petit peu, puis là, à la 7e séance, on se rend compte, par exemple, pour madame, son rapport au corps, c'est vraiment quelque chose avec laquelle elle a la difficulté depuis qu'elle est adolescente. Fait que là, on se rend compte que, c'est comme un peu, ça va au-delà du suivi de couple.
Par exemple, si moi j'ai les 2 personnes, on est 3, là, ça peut pas commencer à devenir comme une séance individuelle avec monsieur comme témoin. Fait que je vais dire, ben madame, vous pouvez aller travailler ça en individuel, tu sais. Des fois, on creuse un petit peu, puis c'est l'autre partenaire qui a quelque chose à travailler. Dans ce cas-là, par exemple, la personne qui aurait le truc à travailler irait en consultation privée, oui, individuelle, avec une autre personne. Puis des fois, je dis, tu sais, c'est pas un échec du tout, là. C'est juste de dire, hey, on est tous humains, on a tous un vécu, un background différent. Ça se peut que une telle ou une telle a quelque chose à travailler en individuel. Puis nous autres, soit qu'on peut mettre une petite pause sur le suivi de couple, ou soit qu'on continue en parallèle, mais on comprend que ça dépend, que la progression dépend vraiment de, par exemple, monsieur qui doit travailler sur son trouble d'anxiété généralisée, en individuel, pas avec moi, puis ou madame qui doit travailler une autre affaire. Puis là, je dis madame puis monsieur, là, parce que majoritairement, c'est ça que j'ai, mais bien sûr, on a des madame et monsieur. Hein. Oui, absolument. On comprend que tous les couples peuvent consulter. Ouais. Puis je pense que c'est ça aussi qui me différencie un peu au sofa sexologique, c'est qu'on n'est pas brandé comme on travaille juste avec la clientèle LGBTQ, mais que, évidemment, comme les couples polyamoureux, toute la diversité, c'est quelque chose qu'on accueille à bras ouverts, tu sais. Oui, absolument. Mais ça reste, on est tous humains, puis on a tous besoin de cheminer, de progresser, de travailler sur nous-mêmes à un certain point dans notre vie. Mais les tabous qui entourent la consultation, tu sais, par exemple, ces gens-là qui viennent, ça serait quoi, tu sais? Bon, les tabous, c'est de parler de sexualité tout court. Puis ça, c'est des tabous que eux, les clients ont, puis pas moi. Puis je trouve ça tellement intéressant. Ils arrivent dans mon bureau, puis ça se voit dans leur visage qu'ils ont comme un chat dans la gorge. Moi, il y a rien que j'ai pas entendu, là. Puis moi, c'est ma job à temps plein de côtoyer, d'entendre ces situations-là. Puis il y a jamais j'ai toujours aux clients, entre moi puis vous, c'est vous qui vous jugez. Vous rentrez dans mon bureau, il n'y a pas de jugement, mais vous appliquez un jugement à votre situation, une gêne, une honte. Moi, j'ai pas ça. Moi, je suis là en mode scientifique. Vous m'arrivez avec une situation, je suis là pour analyser toutes les facettes possibles, puis on est là pour pitcher les hypothèses. Mais la honte, la gêne, la culpabilité, le sentiment, le sentiment d'être anormal, ça, c'est eux qui arrivent avec ça. Puis les tabous, c'est... il va y avoir aussi je sais pas si c'est des tabous ou des mythes, là, par rapport à la consultation en général. Même pas en sexologie, là. La consultation, c'est qu'est-ce qu'elle va me dire que je sais pas déjà, j'ai tout essayé, c'est sûr que eux ils ont aussi des problèmes, qui sont qui pour nous donner des conseils, ça coûte cher, il y a même pas de garantie en plus. Donc ça, c'est applicable à toute la consultation, pas juste sexo. Là. Absolument, oui. Donc, il y a des gens qui vont dire ça, puis moi, je dis, en tout cas, là, c'est peut-être ça va peut-être au-delà de la question, là, mais... Non, mais c'est super intéressant. Ah, mais je trouve que quand les gens... Tu sais, consulter au privé, on parle beaucoup de santé mentale, puis de consulter, c'est de plus en plus démystifié. Quand les gens disent que ça coûte cher, c'est vraiment du point de vue client. Qu'est-ce qui est dommage, c'est que du point de vue professionnel, là, mes 2 sujets préférés, c'est l'argent puis le sexe, là, fait que je peux le dire. Quand les gens consultent, le tarif, vous pouvez enlever 45 %, OK? Dans le sens que moi, je touche pas 45 %. Pourquoi? Parce que je travaille autonome à la base. Fait que 15 % pour les taxes, 30 % en prévision des impôts, grosso modo. Puis après, on a tous des coûts fixes à payer. Là, j'ai le loyer à payer, tout ça. Donc, quand on passe, les gens, il y a un faible pourcentage qui vont dire, ils sont tellement payés. Ils prennent notre argent. Non, on est travailleurs autonomes. Il y a vraiment comme une partie que vous voyez pas qu'on touche même pas. OK? Donc, l'idée qu'on est avare, qu'on est là pour faire de l'argent. Fait que là, ils disent, là, ils font de l'argent s'ils règlent pas nos problèmes. Là, c'est encore plus faux. C'est un petit peu comme, tu sais, un stéréotype sur les mécaniciens puis les dentistes. Ça marche pas comme ça. Je veux pas que tu viennes me voir toutes les semaines pendant 3 ans. Non, c'est ça. Tu veux pas rendre la personne dépendante à toi puis devenir comme... le héros de leur couple, là. C'est pas ça le point. Le point, c'est de les rendre autonomes puis de les faire cheminer pour justement qu'ils aient plus besoin de tes services, dans le fond. Ouais, exactement. Puis quand je suis réaliste, je leur dis c'est entre 10 puis 20 séances, pour de vrai, OK? Puis, je dis pas... une autre affaire que les gens pensent aussi, c'est j'ai rien entendu. Elle va rien me dire que j'ai rien entendu. En fait, il faut vraiment le voir comme un œil externe. Les thérapeutes, on a des thérapeutes nous autres aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un œil externe. C'est comme un chirurgien qui essaie il peut pas s'opérer sur lui-même. Fait que d'aller voir une thérapeute, l'idée c'est vraiment de dire OK, est-ce que j'accepte d'avoir un œil externe qui va me pitcher des hypothèses ou juste des impressions, puis c'est à moi de les accepter ou non? Tu sais, les thérapeutes, on joue pas dans la tête des gens. On est juste là pour faire émerger
des affaires qui étaient déjà là à la base. Ouais. Je pense que c'est ça que les gens ont peur des fois. Ouais. Par exemple, des gens qui sont comme, je sais pas si je dois... j'ai comme envie de rompre avec mon partenaire. Mais s'ils viennent nous voir, c'est sûr que peut-être que eux, ça va leur prendre 2 ans de faire émerger cette réflexion-là, mais d'autres, ça peut nous prendre 6 séances, mettons, tu sais. Parce que moi, je suis pas là à diriger les gens. Moi, je suis là à faire émerger qu'est-ce qu'il y avait déjà là à la base. Oui. Par des reflets, par un lien de confiance. Puis j'imagine qu'il y a plein de façons de procéder pour justement que la personne ait accès plus facilement à ce qui se passe ultimement à l'intérieur d'elle-même. Oui, vraiment. Fait que c'est pas une boule de cristal. Je suis pas non plus là à dire quoi faire et pas quoi faire. Parce que c'est pas ma vie au final. C'est pas moi qui vis avec les conséquences. Je suis là pour aider les gens à faire du ménage dans leur confusion émotionnelle, mettons. Puis à entendre leur propre vérité. Tu sais, des fois, on n'est pas prêt à l'entendre, mais tu sais, à comme se préparer à entendre ça. Puis ouais. Puis il y a vraiment une force à quand les gens parlent à voix haute. C'est toutes des réflexions qu'ils ont déjà eues tout seuls dans leur tête. Puis quand ils disent à voix haute, eux, ça leur permet de plus réaliser. Fait que même si je dis rien, des fois, je sais que eux, parler en séance, ils sont en train de faire du ménage dans leur Tetris mental. Donc, le simple fait de parler à voix haute, en sachant que quelqu'un nous écoute, ça leur fait catcher des affaires. Oui, dans un lieu sécuritaire aussi, tu sais, un lieu qui enveloppe la conversation. Oui. Puis ça fait rebondir, on attend beaucoup safe space, OK, comme un endroit sécuritaire où on peut vraiment être soi. Puis en thérapie, j'aime ça aussi, le terme brave space. Parce que les thérapeutes, notre job, c'est pas juste de comme être dans l'empathie, comme on parlait tout à l'heure. Oui, il y a ça, mais avec le lien de confiance, moi je suis là aussi pour confronter de manière empathique. On connaît beaucoup la confrontation malveillante, mais moi, je fais la confrontation bienveillante. Moi, je me dis, hey, mes clients, ils me payent tellement cher. Moi, je suis là pour leur dire vraiment ce que je pense pour de vrai. Fait que je veux pas tourner autour du pot. Donc, on est là, brave space, on est là pour confronter ses propres idées. Ouais. Puis d'analyser sous plusieurs formes qu'est-ce qu'on est en train de dire. Et d'ailleurs, par rapport à ce qu'on se disait juste un peu plus tôt, là, le coût d'une consultation puis tout, est-ce que vous êtes genre remboursable par les assurances? Ça, c'est tellement triste, OK? C'est vraiment triste qu'au Québec, il y a très peu d'assurances qui remboursent les sexologues. Okay. Puis, donc, comment ça marche, grosso modo? Les assurances, ils remboursent par les ordres. Fait quand les gens nous contactent, des fois, ils sont comme « Ah, est-ce que vous pouvez faire des reçus en tant que psychologue? » Non, ça, c'est la fraude. On peut pas faire ça. Il faut vraiment que les gens vérifient est-ce que leur assurance couvre tel ordre. Okay? Puis pour les sexologues, la plupart, c'est non. Okay? Donc, c'est vraiment triste. Donc là, ça devient vraiment en fait, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Absolument. Par exemple, disons que on va dire, là, grosso modo, au Québec, consulter, c'est entre 100 et 150, grosso modo. Disons, je te dis, 10 séances, mettons 1000 $. OK? 1000 $, c'est un 1000 $, qui va payer des dividendes. C'est comme investir à la bourse, OK? Ça nous rapporte des intérêts au fil des années. C'est jamais un gaspillage. Donc, même si c'est pas avec votre relation actuelle, ça va vous servir pour toutes vos autres relations dans le futur. Puis aussi, là, je vais parler vraiment cash, vraiment direct. Le plus tôt que les gens consultent, le moins cher que ça leur coûte. Fait que, par exemple, un couple qui consulte plus tôt quand il n'y a pas tant de tension, quand le problème n'est pas encore cristallisé, ça leur coûte moins cher en argent, ça leur coûte moins cher en coût émotionnel aussi. Quand ça fait plusieurs années qu'ils viennent me consulter, puis ça se sent, c'est juste le problème a pu se cristalliser, ça prend plus de temps, plus d'argent, c'est plus dur émotionnellement. Donc, ouais. Donc, pour bien des gens, consulter, c'est pas accessible. Ça, c'est un enjeu plus macro-social. Le gouvernement devrait rembourser ça. Il y a beaucoup de gens pour qui 1000 $, c'est faisable. Okay? Il y a des sacrifices à faire comme pas acheter un vélo à 3000 $ ou pas un voyage cette année. Mais c'est vraiment une gestion de priorité. Puis il y en a plusieurs pour qui c'est quand même accessible, disons. Okay? Non, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est tellement... investir sur soi, c'est tellement payant à long terme. Tu sais, comme tu l'as dit, en coût émotionnel, juste, pour pas faire... Tu sais, éviter des erreurs qu'on aurait pu faire dans un état où on n'était pas confortable ou, tu sais, regretter des décisions parce qu'on n'a pas su trouver une solution par nous-mêmes. Tu sais, je veux dire, ça peut éviter quand même sauver des familles. Tu sais, pour vrai, quand je pense à ça, le nombre de couples que j'ai vu, c'est triste quand je te dis ça. J'ai vu des couples qui se sont séparés, pas parce qu'il n'y avait pas de l'amour, c'est parce qu'ils étaient trop fatigués de se chicaner depuis des années. C'est une friction qui dure. Puis moi, il y a encore de l'amour, mais les deux sont fatigués. Il y a trop de conflits, ils ont trop accumulé. Et je me dis, hey, gang, si vous avez
chercher de l'aide professionnelle. Avant, ça aurait pu marcher, votre affaire, tu sais. Ouais. Ça, les gens ne le savent pas toujours, mais c'est ça qui est... C'est beau que tu prêtes ta voix pour justement faire découvrir cette possibilité-là, tu sais, aux gens qui peuvent en bénéficier, puis par la suite, peut-être justement sauver le bateau de leur couple. Exact. Puis ou même le faire avant que le bateau ait besoin d'être sauvé, tu sais. Ouais, juste continuer à naviguer en eau calme. Ouais, puis que ça reste, puis faire en sorte que ça reste des eaux calmes, tu sais. Ouais, absolument, ouais. Mais ça, c'est un autre mythe. Consulter, c'est juste quand on a des problèmes. Ouais. Comme oui, les gens consultent des fois quand ils ont des graves problèmes, mais il y en a qui viennent, puis ça va bien. Puis je trouve ça quasiment absurde. Plusieurs de mes clients, ça va déjà très bien à la base. Ils ont vraiment toutes les compétences, beaucoup d'introspection. Fait qu'ils viennent pour peaufiner, OK? Et je trouve ça absurde dans le sens que c'est comme si j'étais coach d'athlètes, puis que 80% de mes clients, c'était déjà des athlètes olympiens. Okay? Donc, je me dis, mais consulter, puis toutes les connaissances que j'ai, ça serait tellement utile à un grand bassin de la population. Mais ceux qui viennent me voir, au final, c'est ceux qui sont beaucoup ouverts d'esprit. Puis c'est ça, c'est comme si c'était quasiment les meilleurs qui venaient nous consulter. Donc, il y a quelque chose d'un peu frustrant là-dedans. C'est pour ça que je fais le podcast, c'est pour rejoindre vraiment des gens qui sont peut-être sceptiques. Ouais. Qui disent, c'est quoi ça? Puis que, ben, moi, en tant que professionnel, je trouve ça juste absurde que les gens qui viennent nous voir, au final, c'est comme des Olympiens, déjà. Ben, bien sûr que j'aime ça travailler avec des Olympiens, OK? Mais, comme mon service puis mon expertise pourrait bénéficier tellement plus de gens. Absolument. Puis, tu sais, les gens qui sont réfractaires, c'est souvent parce qu'ils connaissent pas jusqu'où on peut aller ou, tu sais, des fois aussi, quand tu as beaucoup de travail à faire, tu es au pied de la montagne puis tu te dis, exact, oh mon Dieu, genre, j'ai toute la montagne à monter. Tandis que quand tu es déjà, genre, près du sommet puis tu me dis, il me reste juste comme une petite poussée avant d'arriver au top, tu sais. Il y a comme cette dimension-là, des fois, qui peut être peut-être un plus grand défi pour certaines personnes. Ouais, un push, ouais. Puis les gens qui sont au bas de la montagne, peut-être des fois, ils ont l'idée que, ben, oui, c'est le travail d'une vie, là, s'améliorer. Mais moi, je suis pas là pour toute ta vie. Je suis pas là toutes les semaines pour toute ta vie. Souvent, là, je vais comme, imagine une marionnette, puis moi, je crains que la marionnette derrière, puis après, la personne est good to go. Ouais. Tu sais, fait que moi, je suis vraiment là pour une petite période de la vie des gens. Après, ils ont les outils, puis ils sont capables d'avancer dans la vie tout seuls, puis ils prennent plus rendez-vous, puis that's it, puis je suis contente avec ça, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut le voir de même. C'est comme un petit boost, comme dans les autos là, de course, là, c'est un petit boost. Puis après, ils sont capables de faire leur course par eux-mêmes. Là. Puis ils peuvent revenir si on besoin d'un autre petit boost. Parce que la vie arrive, par exemple, là, on se voit pendant quelques semaines. Puis après, je leur dis, on fait un bye-bye. Puis après, je leur dis, mais moi, je suis là, je suis disponible pour le reste de votre vie. Parce que la vie arrive, par exemple, peut-être qu'un jour, vous allez avoir des enfants. Puis là, avoir un enfant, ça vient déstabiliser un bateau pas mal. Ou peut-être que ta mère va avoir une condition médicale puis que tu vas devenir proche aidante. Ou peut-être que ta mère va venir habiter avec vous. Puis ça va comme déstabiliser le couple. Moi, je suis là dans la vie des gens. Pour accompagner les transitions. Oui, c'est ça, les transitions de vie, bien dit. Ben oui, c'est sûr, parce que la vie, je veux dire, il y a tellement de surprises, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, puis on s'y attend pas toujours. On n'est pas toujours préparé, pas toujours les outils non plus, fait que vous restez quand même une ressource importante. Tu sais, je pense qu'on pourrait pas passer à côté de ton implication auprès des communautés immigrantes. Puis ça, je trouvais ça hyper intéressant quand, tu sais, je me suis mis à réfléchir sur cet aspect-là. C'est que quand on change de pays, on arrive avec un bagage qui est différent de celui qui nous accueille finalement. Puis je trouve que la sexualité, c'est tellement quelque chose qu'on n'aborde pas. Mais je veux dire, c'est hyper déstabilisant là, pour quelqu'un qui arrive dans un pays où les dynamiques entre hommes et femmes sont différentes. Puis là, il arrive ici, puis mon Dieu, la femme, elle a gagné en pouvoir. Puis là, comment se positionner. En tout cas, il y a tous ces questionnements-là où justement des pays où les femmes, par exemple, sont voilées, mais là, ils arrivent ici, puis on est presque exhibitionnés. C'est comme. Oui, ouais, vraiment. Mais j'imagine que c'est quand même super intéressant, tu sais, de les aider à bien se sentir dans cette nouvelle réalité, tu sais, au niveau de la sexologie. Là. Fait que, comment ça se passe avec les communautés? Ça, c'est vraiment, je te dirais que c'est
c'est vraiment ma spécialité aussi, là, le créneau sexologie, migration. Dans ce créneau-là, je fais beaucoup des conférences, surtout dans les organismes communautaires pour les nouveaux arrivants. Nouveaux arrivants, c'est ceux qui sont arrivés il y a moins de 5 ans. Puis maintenant, dans les cégeps puis les universités pour les étudiants internationaux. Okay. Fait qu'ils arrivent, puis moi, qu'ils arrivent au Québec, mettons là, l'Université de Laval. Là, je vais en début de session, je me déplace là-bas, je fais du Zoom. Puis là, je fais une conférence pour les étudiants internationaux. Puis on va beaucoup parler de... Fait que c'est beaucoup les codes sociaux non écrits. Hein? Puis sur la séduction, c'est ça qui les intéresse le plus. Puis c'est ça qui moi, je trouve ça intéressant, puis eux, je trouve ça intéressant. Mais oui, c'est tellement intéressant. Puis même pour les Québécois nés ici, la séduction, c'est aussi des codes sociaux non écrits. Oui. OK, fait que quand je donne ces conférences-là, il y a toujours du staff là, de l'université qui m'écoute, qui assistent, qui sont comme « Hey, c'est vraiment intéressant même pour nous. » Ben oui, c'est l'est. Fait que dans les codes sociaux non écrits de la séduction, il y a tellement de choses, c'est ça, non écrites. OK? Fait que là, par exemple, au Maghreb, ces conférences-là m'ont énormément appris à moi aussi. Ça m'a permis de réaliser que j'étais québécois sur tel point. Par exemple, au Maghreb, une façon de séduire, c'est quand on marche dans la rue, si moi je suis une femme puis je regarde un homme dans les yeux parce qu'on croise nos regards, puis si je souris, ça veut dire que je suis intéressée. Fait que là, un homme maghrébin est arrivé ici puis il disait « Ah, mais moi, je t'arrivais puis je pensais au début que toutes les femmes m'aimaient. » Ben oui, parce qu'ici, on regarde puis on sourit à tout le monde. Hein? Fait que le jeu non écrit là-bas, c'est de juste regarder par terre en tant que femme. Okay? Fait que lui, il est arrivé ici, puis il a comme été déboussolé parce que pendant quelques semaines, il pensait que toutes les femmes québécoises tripaient sur lui. Ouais. Puis ça voulait dire comme un go. Okay? Une autre affaire, par exemple, les femmes françaises ou les femmes européennes vont arriver ici, puis j'entends souvent les femmes européennes dire « les Québécois sont mous ». Okay? Pourquoi? Parce qu'en fait, là-bas, ils sont plus habitués à un script de séduction où est-ce que les hommes européens vont, eux, faire les premiers pas. Okay? Donc, ici au Québec, les hommes et les femmes peuvent avoir les deux rôles, autant actifs puis passifs. Tandis qu'il y a dans beaucoup d'autres pays, les femmes sont plus dans le mode passif puis les hommes actifs. Okay? Ouais. Donc, il y en a pour qui, puis tu sais, je dis ça, puis c'est vraiment des gens de notre âge là, qui arrivent ici, puis on se dit, mais ils sont modernes, ils devraient avoir la même... c'est surtout les Français, on se dit, c'est quand même une culture qui est similaire. Mais non, il y a peut-être que la France, c'est un pays un peu plus macho, où est-ce que les femmes peut-être s'attendent, où est-ce que l'homme va faire le premier pas, les approcher dans le bar, payer la consommation, ce genre de trucs-là. Ouais. Donc, je vais parler de ça. On va parler du consentement sexuel aussi. Oui, on en parle beaucoup, mais de manière plus précise. Là, je vais parler de ça. On va parler de l'égalité de genre. T'sais, tout le monde dit, ben oui, Kanka, je suis sûre que les hommes et les femmes sont égaux puis ils méritent les mêmes affaires. OK, mais plus précisément, par exemple, il y a beaucoup de familles d'Amérique du Sud, d'Amérique latine qui arrivent ici puis qui vont me dire ah, mais c'est intéressant, toutes les lettres du gouvernement pour mon enfant, ça va au nom de la mère. Tandis que moi, dans mon pays, j'étais habituée que tous les chèques du gouvernement ou toutes les communications de l'école, c'est au nom du père. OK? Donc, ça, c'est un exemple concret de comment est-ce que l'égalité de genre, ça se manifeste de manière différente au Québec. Donc, il va vraiment avoir des subtilités comme ça, parce que quand on demande grosso modo, quand on dit, ben oui, au Québec, les femmes sont égales aux hommes, les femmes peuvent gagner le même salaire, tout le monde va dire oui. Okay? Mais c'est là qu'ils nous donnent plus des exemples concrets qu'on se rend compte, ben ça, c'est des petits ajustements à faire au Québec. Puis le message dans tout ça, c'est, dans le fond, moi, j'aide les personnes immigrantes pour leur intégration au Québec. Parce que quand on parle d'intégration, c'est pas juste la francisation, l'employabilité, puis le logement, ça va être aussi dans tout ce qui est les interactions sociales. Puis c'est drôle à dire, mais la question la plus fréquente que j'ai dans ces conférences-là, c'est comment se faire des amis. Okay? Parce qu'avant même de parler de séduction, ça, c'est des habiletés de séduction. Les habiletés de séduction, de la base, c'est les habiletés sociales de base. Okay? Donc, quand quelqu'un est vraiment stressé, puis là, ça, c'est valable même pour les Québécois nés ici, là, si ça nous stresse de séduire quelqu'un, ben, faudrait qu'on pratique nos skills sociales, de parler à des gens, puis de se faire des amis, gars et filles en général. Okay? Ouais. Fait en séance, quand les gens me disent, ouais, là, dater, là, ça me stresse, là, parler à des inconnus, je suis comme, OK, ben, commence à parler à des inconnus, pas dans un contexte de dating de quelqu'un qui t'intéresse, mais parle à des inconnus tout court. Puis là, je leur donne des exercices d'exposition, comme mettons d'exposition graduelle, là, je veux dire. Fait qu'au lieu de se pitcher dans l'eau froide, ben, il faut que tu trempes ton pied un petit peu. Faut que tu aies parlé à des inconnus tout court. Mm-hmm. Comme trouve-toi des prétextes pour demander des affaires. Fait que, même chose pour les immigrants, tu sais, encore plus peur, non seulement de les séduire, mais encore plus peur de juste s'adresser aux Québécois pour se faire des amis. Parce qu'ils ont peur, des fois, d'être trop intrusifs. Tu sais, la notion de bulle est différente ici. Puis ils veulent pas être intrusifs parce qu'il y a dans d'autres pays où est-ce qu'ils disent, ben moi, en Colombie, je serais arrivée ici,
j'aurais connu tous les gens dans mon bloc appartement puis tous mes collègues de travail. Tandis qu'au Québec, je suis arrivée à mon travail puis ils m'ont dit « Ah oui, Cassandre, on ira prendre un café. » Mais finalement, le café, l'invitation est jamais venue. Puis c'est vrai, parce qu'au Québec, on dit ça des fois. On ira prendre un café, on ira prendre un verre, mais c'est pas un vrai plan. Non, c'est ça. Mais comme ça, c'est vraiment... il faut le savoir que c'est pas un vrai plan, c'est une façon de parler. Okay? Mais c'est vrai que ça doit créer comme une attente. Une confusion pour certaines personnes pour qui je m'attendais vraiment à aller prendre un café avec cette personne-là. Ou après, il y en a qui se demandent, est-ce que c'était faux? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour que la personne avait pu m'inviter finalement? Je suis comme, non. Au Québec, c'est juste qu'on parle de même. OK? Fait que moi, je suis comme une espèce d'interprète entre... Tu sais, parce que je suis née au Québec, mais je suis quand même immigrante de 2e génération. Fait que je suis capable de voir des lentilles différentes, disons. Ah oui, c'est des choses qu'on pense pas, hein. La sexologie, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup des choses que les gens pensent pas, puis ils sont comme « Ah, je savais pas que tu faisais ça en sexologie. » Oui, c'est hyper intéressant. Puis ça doit être tellement aidant pour eux. Puis tu sais, j'imagine que c'est pas comme parmi leurs priorités parce que bon, ils ont tellement d'autres choses à gérer en arrivant, tu sais, comme tu dis, la francisation, tout ça, les exigences gouvernementales, mais ça doit beaucoup les aider comme juste dans leurs interactions puis leur sentiment d'appartenance au pays d'accueil. Là, ben oui, vraiment. Vraiment. Puis je dirais que quand ils ont réglé francisation, employabilité, puis tout ça, ça devrait être la 2e étape, là, de comme juste commence. Parce que, en fait, c'est quoi l'intégration? C'est-tu juste quelqu'un qui parle français puis qui a une job? Mais non, c'est quelqu'un qui est quand même bien intégré dans sa communauté. Oui, parce qu'ils peuvent quand même, tu sais, même en ayant une job, même en parlant français, ils peuvent quand même se sentir super exclus de la société parce que, tu sais, oui, il y a une attache, mais il y a pas comme, je sais pas comment expliquer, mais il y a pas comme... C'est pas comme imbriqué dans le social, puis c'est ça que moi je veux aider, parce que, tu sais, mes parents sont arrivés il y a 40 ans, puis moi je me suis eux se sont super bien intégrés, puis moi j'en suis la preuve aussi, puis je me dis, mais les gens que j'aide, c'est mes parents. Comme mes parents sont arrivés il y a 40 ans, ils savaient pas grand-chose. Fait que moi, je veux, comme, on dirait, juste aider la prochaine génération de Québécois, en fait. C'est eux, comme... Ça, là, je dis nouveau arrivant, mais... Puis même le mot immigrant, j'aime pas ça, parce qu'immigrant, c'est comme si c'était... Le temps de verbe, c'est continuel. Pourquoi on dit pas immigrer? T'es immigré, genre, c'est fait. L'acte d'émigrer est déjà passé. Est-ce que c'est clair ce que je dis par rapport au temps de verbe? Tu sais, le mot immigrant puis immigrer. Un immigrant, c'est comme, tu le fais encore, t'es encore en train d'immigrer. Mais un immigré, c'est quelqu'un qui s'est déplacé tout court. Fait que moi, je me dis, quand je travaille avec des nouveaux arrivants ou juste des immigrants en général, c'est comme si j'aidais mes parents à s'intégrer. Ouais, non, c'est super intéressant. Puis, qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir travailler avec cette population-là? C'est sûr que c'est à cause de moi en étant québécoise cambodgienne, tu sais. Puis en voyant que les gens en sexologie, c'est beaucoup des femmes blanches francophones. Puis je me dis, OK, si mon père, il voudrait consulter, il irait probablement, je veux dire, il se sentirait peut-être pas à l'aise d'aller voir Monique, 55 ans, à Pointe-aux-Trembles à Montréal, tu sais. Peut-être qu'il se sentirait plus à l'aise d'aller voir quelqu'un qui fait aussi partie de la diversité culturelle. Donc, je voyais que les gens en sexologie, ils se spécialisaient pas beaucoup avec les immigrants, puis que les immigrants, il y a un besoin en sexologie. Donc, c'est en voyant ce manque-là, ce besoin-là, que je me suis dit, je suis quand même la bonne personne pour combler ce trou-là, disons. Absolument. Puis si on passait un peu, justement, tu sais, comme là, on a parlé des immigrants, c'est comme super intéressant. Puis je pense que autant pour les immigrants que pour les Québécois, que pour tout le monde, il y a cette notion du rapport au corps, tu sais, à notre propre corps, qui est hyper important dans votre pratique, qui est même centrale. Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de cette notion-là? Ouais. C'est en pratiquant de plus en plus que je me suis rendu compte. Est-ce que j'ai étudié en sexologie ou est-ce que j'ai étudié en gestion de stress? OK? Puis pour ma clientèle féminine, un des stresseurs les plus importants en sexualité, c'est le rapport au corps. Puis on va se dire, oui, les hommes et les femmes, on a le rapport au corps plus difficile, mais je trouve que surtout les femmes, il y a quelque chose... Oui, les hommes aussi, hein, mais surtout les femmes, c'est imbriqué depuis des décennies, une espèce de message sociétal que on n'est pas... tu devrais pas être bien dans ton corps, OK? Puis quand t'es pas bien dans ton corps, il y a des industries, tu sais, pensez-y, il y a des industries complètes qui sont basées sur l'insécurité corporelle des femmes, OK? Puis, ils viennent me voir, ils viennent me consulter pour être à l'aise dans la sexualité, puis on gratte un peu, puis on se rend compte, fondamentalement,
la cliente est pas bien dans son corps. Puis là, pourquoi c'est important en sexualité? Ben, le corps, c'est le véhicule de la sexualité. Okay? Donc, oui, la sexualité, ça peut être une expérience très spirituelle, très... de âme à âme, disons, ça peut être ça, mais à la base, c'est quand même 2 corps qui se collent, OK? Bon, 2 ou plus, on s'entend. Mais donc, si on n'est pas bien dans notre véhicule de la sexualité, notre corps, fait que là, ça peut devenir difficile, toute l'appropriation de la sexualité, là. Puis comment on sait qu'on n'est pas bien dans notre corps? Tu sais, je veux dire, c'est quand même abstrait un peu, là. Tu sais, comment je peux dire, moi, je suis pas bien dans mon corps? Est-ce que c'est parce que je le trouve pas beau, mon corps, ou est-ce que c'est un sentiment genre de mal-être? Comment ça se traduit chez une personne? Dépendamment du niveau de conscience de la personne, ça peut être aussi petit que j'aime pas ça me regarder dans le miroir. Ça peut être aussi gros que viscéralement, je le sais que j'aime pas mon corps. Okay? Concrètement, des exemples que j'ai eus, c'est je fais toujours l'amour dans le noir. Okay? Ou je porte un chandail. Ou j'aime pas être dans telle position parce qu'on va voir mes bourrelets ou mes c'est quoi stretch marks en français? Mes vergetures. Ouais, les vergetures. Ça va être j'ai pas de miroir plein pied chez nous parce que j'aime pas me voir. Il y en a qui vont me dire j'aime juste pas voir mon reflet dans le miroir. Okay? Donc, ça peut être beaucoup ça. Ou bien, mes photos, je vais souvent les modifier dans une application sur Photoshop. Je suis juste... Ouais. Donc, tout ce qui a rapport avec la vision de soi. Ça, c'est des indices. Une autre affaire, il y en a qui vont dire, quand je prends ma douche, moi, juste mettre de la crème hydratante sur mon corps, j'aime pas ça. Parce que il faut que je touche mes peaux. Je touche ma peau, je touche... c'est ma peau que j'aime pas, ou mes poignées d'amour, ou telle partie de mon corps et tout ça. Ou bien juste le fait de prendre un miroir puis de regarder ses parties génitales. Il y en a pour qui c'est non, tu sais. Donc, il y a vraiment un gros... même jugement, c'est même pas un moi, c'est fort. Il y en a que c'est un dégoût, tu sais. Ah ouais. Ouais. Puis ça, c'est... Quand que je me rends compte de ça, je suis comme, il faut qu'on travaille ça, c'est la base. C'est la base, puis tu mérites, c'est ton corps. Comment, si t'es pas bien dans ton corps, comment est-ce qu'on peut aspirer à une véritable estime de soi profonde, tu sais? Ouais, parce que ton corps, c'est ton temple, ton véhicule. Ouais. Puis tu sais, en parlant tout à l'heure de comment est-ce que la sexologie, moi, j'ai une approche aussi sociologique, je me dis, on vit dans une société où est-ce que, on va dire, je sais pas, 50% et plus de la population sont pas bien dans leur corps. Comment est-ce qu'on veut que ces personnes-là puissent thrive dans la vie? Je sais pas comment dire thrive, mais genre, comment est-ce qu'on peut penser que ces personnes vont vraiment prendre la place puis occuper l'espace qu'elles méritent dans le monde, tu sais? Ça vient vraiment me chercher. Puis aussi, quand je pense à toutes les industries qui sont basées sur l'insécurité corporelle puis le manque d'estime de soi. On dirait qu'il y en a de plus en plus. Tu sais, genre l'offre en esthétique ou en médico-esthétique pour faire fondre la graisse avec des technologies. Puis ça, c'est genre, ça répond à une demande, mais c'est une demande qui, à la base, tu sais, vient justement d'un problème de rapport au corps. Puis c'est comme, finalement, on traite pas le problème réellement, tu sais, on l'alimente avec ces industries-là. Vraiment, vraiment. Puis ça me choque. Ouais, puis, tu sais, c'est sûr qu'il faut pas négliger, justement, comme peut-être certains corps, c'est lié à la santé, tu sais, c'est correct, c'est normal, mais sinon, la diversité corporelle, devrait être encouragée, puis, tu sais, célébrée même, là, tu sais. Ouais, exact. Puis c'est sûr qu'on a encore un gros déconditionnement social à faire par rapport à tous les messages qu'on a sur les standards de beauté. Ouais. Fait que même si on est de plus en plus dans accepter tous les types de corps et tout ça, oui, mais pas encore totalement. Il y a tellement de travail à faire. On approche de la fin, mais justement pour ces personnes qui auraient des difficultés là, au niveau de leur rapport avec leur corps, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, tu sais, pour se réapproprier un peu cette image positive? Ouais. 2 choses que je conseille, ça va être la pratique du yoga puis de la massothérapie. Okay? Tout seul ou en groupe ou peu importe. Le yoga, c'est encore avec le corps, hein, on va se le dire, des fois, il y a beaucoup de gens qui vont dire « je veux pas y aller ». C'est toutes des femmes vraiment minces, habillées en Lululemon, puis en leggings, on voit tout, puis je me sens juste pas bien, OK? Il fait chaud, fait que là, des fois, on est... Fait que de se rendre compte que c'est un lieu sans jugement, mais que nous, on doit arriver au studio de yoga sans jugement. Jugement des autres, puis notre jugement, OK? Aussi, dans le yoga, il y a beaucoup la respiration, fait que du breathwork, d'y aller à son rythme,
sans jugement. Fait que ça, en gros, c'est la même chose qu'en sexualité. Beaucoup de douceur envers nous-mêmes. Hein. Puis la massothérapie, c'est quelque chose que je conseille aussi parce que c'est le toucher, tout simplement. Fait qu'avant même de parler de sexualité, des fois, on va apprivoiser la sensualité, donc les 5 sens. Il y en a pour qui juste se faire toucher de manière bienveillante, que ce soit avec un partenaire ou par une professionnelle, c'est tough. Il y a comme une espèce de... Il y a des personnes qui ont comme une réaction quasiment instantanée à se faire toucher, puis de se dire... Fait que là, je suis comme, OK, mais toi, recevoir, c'est quoi ton rapport à... T'sais, donner puis recevoir, il y a des gens qui c'est vraiment des givers. Ils donnent, ils sont capables de donner de l'amour sous toutes les formes, mais recevoir, c'est plus tough. Fait que moi, des fois, là, à mes amis, je leur force, là, je leur donne des cartes cadeaux pour un massage, parce qu'eux sont pas capables de s'offrir ce temps-là, s'offrir ce cadeau-là, puis s'offrir ce toucher-là. Okay? Puis le toucher, c'est tellement important. Autant pour la personne qui masse que la personne qui reçoit, ça va libérer l'ocytocine, qui est une hormone qui va nous faire sentir bien, okay? Puis qui va aider au rapprochement quand il y a une relation sexuelle. Donc, le toucher, il y a pas de downside au toucher. Il y a pas de... il y a que des bienfaits au toucher, en fait. Okay? Un toucher bienveillant. Ouais, un toucher bienveillant. Dans un bon contexte, là, bien sûr. Hein. Donc, ces 2 affaires-là, puis je le dis, hein, c'est une pratique. Donc, autant la méditation pleine conscience, c'est une pratique. Le toucher, c'est une pratique parce que juste une fois, c'est fun, là, mais faut que ça soit répété. Hein. Oui, absolument. Mais le yoga, tu sais, moi, j'enseigne le yoga. Ah, good. Tu sais, je le dis souvent aux gens, c'est un rendez-vous avec vous-même, puis plus vous le faites, plus vous peaufinez votre... Tu sais, c'est... Ce que j'aime du yoga, c'est vraiment l'union, tu sais, l'union entre le corps et l'esprit, puis en fait, tous les corps qu'on a. Ouais. Fait que justement, de rallier sa conscience à son corps, c'est tellement bien fait. Mais comme tu dis, c'est un rendez-vous. Ben comme tu dis, c'est de la pratique. Tu sais, puis la pratique, c'est d'être au rendez-vous semaine après semaine pour voir le progrès. Le nombre de gens qui me disent « j'ai essayé de méditer, ça marche pas pour moi. » Je suis comme « T'as essayé combien de fois? » Une fois, c'est sûr que... tu sais, c'est une pratique. C'est quelque chose qui se cultive. Puis de pas abandonner. Là, tu sais, moi aussi, là, ça fait des années que c'est quelque chose que je pratique, que je cultive. Puis c'est pas vrai que je suis assise à mon rendez-vous toutes les semaines. Là. Donc, je sais que c'est une difficulté. Ben, même moi, tu sais, j'ai de la difficulté à... Oui, puis tu sais, j'ai de la difficulté à être moi-même au rendez-vous parce que, bon, mais on est pris dans la vie puis tout ça, mais tu sais, quand on se rappelle de ce que ça nous a fait comme bienfait à un certain moment dans notre vie, on peut toujours y retourner, tu sais, c'est ça aussi, c'est de pas se culpabiliser parce qu'on arrête quelque chose ou quoi que ce soit. Moi, je dis toujours, ça se peut que dans la vie, on fasse 3 pas vers l'avant, on en fasse 2 vers l'arrière, mais si on réengage un pas vers l'avant, mais on va finir par continuer d'avancer, tu sais, puis c'est correct de le faire à un rythme qui est le nôtre. Là, puis ça, on le dit, mais les gens sont capables de le dire, mais ils sont pas capables de l'appliquer. Ils sont capables de dire « Ah oui, on y va à notre rythme », puis après, ils se sentent mal parce qu'ils voient pas ils ont pas vu des progrès qu'ils voulaient voir en 2 semaines. Je suis comme, ben oui, ça fait 30 ans que t'es comme ça, là, qu'est-ce que tu penses qui va arriver en 2 semaines? Calme-toi, sois doux envers toi-même. Oui, il y a rien de... En fait, moi, ce que je trouve dans la vie, puis on peut conclure là-dessus, là, c'est que peu importe ce qu'on fait, plus on le fait bien, on le fait souvent, tu sais, plus on va aller chercher les bienfaits, les bénéfices, tu sais, comme si quelqu'un est vraiment engagé dans sa thérapie en sexologie, puis le fait vraiment jusqu'au bout, puis fait les devoirs, puis tout ça, tu sais, ben plus on a de chance de voir les résultats, mais si on fait les choses à reculons, à moitié, à tort ou à travers, tu sais, c'est sûr qu'on n'avancera pas comme à plus grande vitesse, puis en tout cas, je souhaite aux gens de s'engager dans des thérapies s'ils en ressentent le besoin. Puis, est-ce que, de ton côté, il y avait quelque chose que tu avais envie de partager aux auditeurs en terminant? Je pense que si j'ai un message que je veux souligner aujourd'hui dans le podcast, je pense que c'est le mot attitude. J'aimerais ça que les auditeurs, ils écoutent cet épisode en se disant « Ah, mais OK, ça a semé une graine. J'ai une attitude d'ouverture, de curiosité, autant envers la sexologie, puis pas juste consulter, hein, parce que là, nous autres, on parle de thérapie du parler, mettons, mais il y a d'autres formes de thérapie, la thérapie manuelle ou la thérapie... Là, je connais plus les termes en anglais, mais je veux que les gens soient ouverts d'esprit d'investir en eux-mêmes, peu importe la forme que ça prend, mais je veux que les gens comprennent qu'ils méritent, puis que leur vie, c'est pas juste de travailler puis d'être au service des autres. Les gens, c'est tellement des bons parents, des bons maris, des bons employés. Ouais, mais vous,
vous envers vous-même. J'aime le mot que tu as dit, être au rendez-vous. Les gens sont tellement rapides à s'oublier eux-mêmes puis à pas se voir comme étant une priorité. Mais leur corps, leur esprit, leur sexualité, leur relation, c'est une priorité. Ça devrait être une priorité, en fait. Absolument. Puis pour vivre une vie satisfaisante puis être sur le chemin du bonheur. Du bien-être holistique, oui, absolument. Mais merci beaucoup, Kanika. C'était super intéressant. Je pense que ça va donner envie aux gens de découvrir les services de la sexologie, d'en profiter aussi. Alors, en terminant, c'est le sofa sexologique. Vous êtes sur le plateau Mont-Royal et que si jamais les gens sont intéressés à en savoir plus, là, ils pourront aller vous chercher sur Internet. Oui, bien merci. Merci à toi, Cassandre. Bonne fin de journée. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!